Bonjour à tous, voici la troisième et dernière partie de la vidéo consacrée à l'histoire de la lumière, sa nature et ses propriétés. Je vous invite à voir les deux premières parties si l'aspect historique vous intéresse. Dans cette vidéo, nous parlerons de la nature de la lumière et surtout de ses propriétés. Nous verrons que toutes ces propriétés ont des conséquences lors de notre pratique de la photographie. Bien connaître la nature et les propriétés de la lumière permet donc de s'adapter ou s'améliorer. Passons donc sans plus tarder au sujet qui nous occupe. Que sait-on aujourd'hui à propos de la lumière et de sa nature? La lumière est un concept qui peut s'étudier. À l'heure actuelle, sa vitesse de propagation dans le vide est mesurée à 299 792 458 mètres par seconde, que l'on arrondit en général à 300 000 km/s. Remarquez qu'on parle bien ici de sa propagation dans le vide. Dans d'autres milieux, sa vitesse est réduite comme l'a démontré Léon Foucault en mesurant sa vitesse dans l'eau en 1850. La lumière est composée de photons qui ne sont ni des ondes ni des particules. Cependant, la plupart de ces propriétés peuvent être expliquées soit par des phénomènes ondulatoires ou corpusculaires. Il aura fallu attendre le début du XXe siècle avec le développement de la physique quantique pour pouvoir expliquer cette étrange particularité. La lumière fait partie du rayonnement électromagnétique. Elle n'en constitue qu'une toute petite partie que l'on appelle le spectre visible. Celui-ci s'étend plus ou moins entre 380 et 700 nanomètres suivant notre sensibilité visuelle. La lumière transporte de l'énergie sous forme de quanta. Les particules qui la composent sont appelées photons et l'énergie qu'ils transportent peut interagir avec la matière. La principale source de lumière sur Terre nous vient du Soleil. Cette étoile relativement proche de nous a un cœur qui atteint 15 millions de degrés. Il s'y produit des réactions de fusion nucléaire. Celles-ci libèrent des rayonnements de très haute énergie. Heureusement, ceux qui arrivent sur Terre sont essentiellement une petite partie des UV, le spectre de lumière visible et les infrarouges. Enfin, notons que la lumière est, comme l'a montré Newton, composée d'un ensemble de couleurs que l'on peut séparer. En général, nous sommes éclairés par la lumière solaire qui est l'ensemble des couleurs additionnées du spectre visible qui nous apparaît de couleur blanche. Une couleur est une portion du spectre visible qu'est la lumière et peut être représentée par une longueur d'onde et une fréquence. Lorsque la lumière n'est pas blanche, les éléments illuminés nous paraissent de façon différente. Pensez par exemple aux autoroutes éclairées par des lampes au sodium. Notre vision est différente de celle perçue en pleine journée. La couleur de l'éclairage joue un rôle primordial en photographie, comme nous le verrons plus tard. Après ces brefs rappels sur la nature de la lumière, passons à présent aux propriétés physiques de celle-ci. Nous allons aborder les concepts théoriques avec quelques schémas et exemples. Commençons par parler de la réflexion. Lorsque la lumière rencontre un milieu réfléchissant, elle change de direction et se reflète suivant les lois de Snell-Descartes. Pour faire simple, le rayon incident touche la surface réfléchissante et forme un angle A avec la normale au point d'incidence. Le rayon est ensuite réfléchi avec un angle B qui est en valeur absolue égale à l'angle A. Cette réflexion, lorsqu'elle est totale, est appelée réflexion spéculaire. Toute l'énergie de la lumière est réfléchie. Regardez cette image du soleil se reflétant dans l'eau. Pour obtenir une réflexion totale et donc spéculaire, il faut que la lumière rencontre un matériau tel que ses défauts de surface soient inférieurs à la longueur d'onde lumineuse. On observe ce phénomène sur des métaux parfaitement polis, des miroirs, du verre, des plastiques transparents ou encore des liquides transparents. Dites-vous bien que seuls certains objets comme ceux cités ci-avant produisent des reflets spéculaires. Lorsque seule une partie des rayons est reflétée, on parle plutôt de reflets directs. Pour éviter toute ambiguïté, je ne parlerai plus que de reflets directs ou de réflexion directe, peu importe le pourcentage de lumière réfléchie. Sur notre image, le reflet du soleil est visible car notre appareil est placé à un endroit où les rayons réfléchis atteignent le capteur. Sur cette autre image, mon appareil est placé au ras du sol et une multitude de reflets directs atteignent le capteur. On voit alors une multitude d'images du soleil, ce qui donne une traînée. La plupart des matériaux ne disposent pas d'une surface parfaitement plane et totalement réfléchissante. Ce type de réflexion est donc peu fréquent dans la nature. Un rayon lumineux qui touche une surface irrégulière et partiellement réfléchissante rebondit dans toutes sortes de directions dues aux imperfections du matériau. On parle alors dans ce cas de réflexion diffuse.
Lorsque la lumière est réfléchie également dans toutes les directions, la luminance de l'objet observé est identique peu importe où l'on place notre appareil photo. Regardez cette image. Le château est visible peu importe où vous placez votre appareil car il est éclairé par le soleil et subit une réflexion diffuse. Par contre, le reflet de celui-ci dans l'eau est dû à une réflexion directe. Certains des rayons diffus provenant du château subissent une réflexion directe à la surface de l'eau. En conséquence, pour voir le reflet, il faut placer votre appareil au bon endroit. Enfin, comme vous l'aurez remarqué, le reflet est flou. C'est simplement parce que la surface de l'eau n'est pas parfaitement plane. On vient de voir deux comportements de la lumière, réflexion directe et réflexion diffuse. En réalité, ce sont des cas extrêmes. Bien souvent, lorsque l'on observe un objet, on est confronté à un mélange entre ces deux types de réflexion. Suivant le matériau, une partie de la lumière est reflétée directement et une autre partie est diffusée. C'est toute la difficulté de la photographie d'objets. Suivant la nature de l'objet, les rayons lumineux se comportent différemment. Lorsque le matériau touché par les rayons lumineux n'est pas réfléchissant mais transparent, une partie de ceux-ci le traverse. Notez toutefois que si la source de lumière est perpendiculaire à la surface du matériau, il y a simplement transmission de la lumière à travers ce matériau. Dans les autres cas, nous observons le phénomène dit de réfraction. Lorsque la lumière passe d'un milieu transparent à un autre, elle change de direction et se réfracte suivant les lois de Snell-Descartes. Pour faire simple, le rayon incident touche la surface transparente et forme un angle A avec la normale à ce point d'incidence. Il est ensuite réfracté avec un angle B qui dépend du milieu traversé. Remarquez que l'angle de réfraction B est toujours inférieur à l'angle d'incidence A. Les milieux traversés se voient attribuer ce que l'on appelle un indice de réfraction. Le vide a un indice de 1 et tous les autres milieux ont des indices supérieurs. Notez que l'indice pour l'air est quasi équivalent au vide et vaut 1,00029. Celui de l'eau 1,33, du pyrex 1,47, du plexiglas 1,51, du diamant 2,42, etc. Plus cet indice est élevé, plus le rayon est réfracté et plus l'angle B est petit. Autrement dit, plus le rayon se rapproche de la normale. Notez aussi qu'en réalité, le rayon incident subit à la fois une réfraction et une réflexion. Toute l'intensité de la lumière n'est pas transmise et une partie de celle-ci est réfléchie par la surface. Plus l'angle d'incidence est grand, plus la quantité réfléchie augmente par rapport à celle transmise. Lorsque les rayons partent d'un milieu avec un indice supérieur à celui qu'ils vont traverser, comme par exemple en passant du verre à l'air, l'angle de réfraction B est dans ce cas toujours supérieur à l'angle d'incidence A. Dans cette configuration, il existe un angle limite où il n'y a plus de réfraction. À partir de cet angle, il y a réflexion totale. Cette propriété de la lumière est notamment utilisée dans la construction des fibres optiques, où il y a présence de deux milieux d'indices différents. On s'arrange pour envoyer un faisceau lumineux de telle sorte à obtenir une réflexion totale de celui-ci. Dans la nature, il y a très peu de réfraction parfaite et prévisible. Celle-ci n'est possible que si le milieu traversé est parfaitement transparent et que la surface de séparation entre les milieux est parfaitement lisse. Il existe des matériaux translucides, tels le verre dépoli, le papier calque, le voile, etc., qui réagissent différemment. En traversant ceux-ci, la lumière est dispersée dans toutes les directions. On parle alors de transmission diffuse. Enfin, notez qu'un matériau, s'il est totalement transparent, est invisible et donc impossible à photographier. Comme nous l'avons dit au début, la lumière transporte de l'énergie et réagit avec la matière qu'elle rencontre. En général, une partie des rayons qui frappent un élément sont absorbés par celui-ci. Seules les longueurs d'onde non absorbées sont renvoyées. C'est ce qui explique la couleur propre à bien des éléments qui nous entourent. Enfin, il reste un aspect propre à la nature de la lumière, la polarisation dont je parlerai plus tard. À présent, voyons ce qu'impliquent toutes ces propriétés dans notre pratique de la photographie et ce que l'on peut en tirer. Premièrement, suivant l'heure de la journée, l'endroit de prise de vue et ou les conditions météo, on remarque sur nos images des ombres plus ou moins marquées. Tous les objets éclairés par une source projettent en effet une ombre. Celle-ci dépend de l'orientation de la source et de sa taille. Outre la taille, il y a aussi la distance à prendre en compte. En effet, le Soleil, qui a un diamètre d'environ 1 400 000 km, est tellement loin qu'il représente une source de lumière ponctuelle. Plutôt que de prendre en compte la taille réelle de la source, on parle de taille apparente. Et comme le Soleil est fort éloigné de la Terre, il s'agit bien d'une source ponctuelle.
Avec une telle source, la lumière est dirigée et produit des ombres dures. Autrement dit, il faut remarquer, plus la source de lumière est étendue, moins la lumière est dirigée. Elle se diffuse. Remarquez par exemple l'aspect des ombres lorsqu'un nuage passe devant le soleil. Les ombres deviennent douces, beaucoup moins marquées. La raison en est simple. Les rayons du soleil frappent le nuage et celui-ci, qui agit comme un matériau translucide, va diffuser la lumière dans toutes les directions. C'est le nuage qui devient la source lumineuse. Sa taille apparente étant très grande, il agit comme une source de lumière étendue et donc diffuse. En réalité, le nuage va transformer la source ponctuelle qu'est le soleil en source diffuse comme le fait un diffuseur studio. Nous en reparlerons plus tard. Notez enfin que cela peut nuire au contraste et donner des couleurs moins vives. À tout cela, il faut encore ajouter l'intensité de la source. Plus celle-ci est importante, plus les ombres et ou reflets sont marqués. L'intensité varie naturellement en fonction de la distance de la source par rapport au sujet. Elle est proportionnellement inverse au carré de la distance. En clair, si vous placez votre source à 1,50 m du sujet, celui-ci reçoit une luminosité qui dépend de l'intensité de la source et de sa distance à celle-ci. Si vous placez la source à 3 mètres, c'est-à-dire une distance 2 fois plus importante, l'intensité sera distance au carré moindre. Si on calcule, cela donne 2 exposant 2, soit 4 fois moindre. Si vous placez votre source à 4,50 m, c'est-à-dire 3 fois plus loin, l'intensité sera distance au carré moindre. Le calcul est donc 3 exposant 2, soit 9 fois moindre. En photo de studio, où c'est vous qui placez et choisissez les sources de lumière, il est essentiel de bien maîtriser toutes les notions que nous venons d'aborder. Maintenant que nous avons identifié et caractérisé la source lumineuse de notre scène, parlons de sa couleur. En photographie, cette caractéristique est primordiale. En effet, comme nous l'avons vu sur cet exemple, nos photos changent d'aspect suivant la couleur de l'éclairage. En lumière naturelle, vous avez déjà certainement entendu parler d'heure dorée ou encore d'heure bleue. Ces dénominations représentent des moments particuliers d'une journée où la lumière présente une dominante différente de celle du bleu clair habituel. L'heure dorée a lieu un peu avant le coucher du soleil. À ce moment de la journée, la lumière rasante traverse une couche d'atmosphère beaucoup plus épaisse et la couleur nous apparaît avec des teintes rougeâtres. Ce moment particulier de la journée est fort prisé pour faire des photographies de paysages. Suivant l'endroit où vous vous trouvez et la saison, l'heure dorée dure plus ou moins longtemps, mais en général bien moins d'1 heure. Il faut donc être prêt à photographier. Vous verrez que le soleil passe vite sous l'horizon. Une fois le soleil passé sous l'horizon, attendez encore un peu et admirez la couleur du ciel. Celui-ci passe à un bleu profond. Voilà qu'arrive l'heure bleue. Ici, encore une fois, cela ne dure guère. Vous aurez environ 30 minutes pour faire des photographies. Prenez votre trépied et capturez cette lumière particulière. Notez que l'heure bleue a aussi lieu avant le lever du soleil et l'heure dorée au lever du soleil. Vous disposez donc de 2 moments privilégiés de la journée où la lumière est particulière, le soir et le matin. À présent, voyons comment le photographe s'adapte et comment il peut modifier le comportement de la lumière à son profit. Pour la couleur, nous venons de voir qu'en lumière naturelle, choisir l'heure de prise de vue a une influence. Une autre façon d'influencer la couleur est d'utiliser des filtres colorés afin de privilégier certaines teintes. Bien que l'on puisse faire cela en post-traitement, certains photographes préfèrent le faire directement. Le photographe de studio, quand il a recours à la lumière artificielle, n'hésite pas à utiliser des filtres colorés afin de donner des teintes particulières à ses images. Il modèle la lumière comme bon lui semble afin d'obtenir les effets voulus. Disons aussi que le photographe est parfois confronté à des soucis de colorimétrie sur ses images. Par exemple, citons les éclairages artificiels comme les néons, les halogènes, les lampes au sodium, etc. qui donnent des couleurs particulières à nos photos. Il y a souvent sur ces images une dominante de couleur due à l'éclairage de la scène. Chaque type d'éclairage a ce que l'on appelle une température de couleur exprimée en degrés Kelvin et représentée par ce schéma. Si vous avez regardé la vidéo précédente, vous aurez certainement remarqué qu'il s'agit ici de l'échelle de couleurs qui correspond à celle du corps noir. En bref, ce sont les couleurs émises lorsque l'on chauffe un corps noir. Voilà pourquoi on parle de température. Suivant la température, la couleur varie. Lorsque vous achetez une ampoule LED, un flash studio, etc., il y a toujours une indication de température de couleur. Par exemple, une ampoule LED 3300K ou 5500K. La LED 3300K donnera une couleur plus ou moins jaune-orangé comme vous le voyez sur le schéma, tandis qu'une LED 5500K donnera de la lumière plus ou moins blanche.
Pour votre information, la lumière du jour varie plus ou moins entre 5000 et 6500 degrés Kelvin. Remarquez une particularité en photographie. Lorsque l'on abaisse la température de couleur, c'est-à-dire que l'on va vers le rouge, on parle de couleurs chaudes alors qu'en réalité, comme vous le voyez sur le schéma, ces couleurs sont plus froides que les couleurs bleues. Notez que ceci n'est pas propre à la photo. Pensez à la pastille couleur sur vos robinets. Le bleu indique le froid et le rouge le chaud. Même si le terme réchauffer est physiquement incorrect, réchauffer la température d'une image revient à introduire une dominante tirant vers le rouge. A contrario, refroidir une image introduira une dominante bleue. Ceci étant dit, retenez bien ce qui suit. Si vous travaillez en balance de blanc automatique, votre appareil photo décide lui-même de la température de couleur. Il cherche à neutraliser la dominante de couleur provoquée par un éclairage autre que celui de la lumière du jour. En général, il s'en sort bien. Mais parfois, le résultat est décevant ou encore vous ne souhaitez pas que l'appareil neutralise la couleur. Et dans ce cas, il vous faut modifier la balance des blancs. Si vous travaillez en JPEG, il est essentiel de bien la régler sur le boîtier. Si par contre, vous travaillez en RAW, vous pourrez toujours modifier la balance des blancs avec votre logiciel de traitement d'image sans que cela n'ait d'impact sur la qualité de l'image. À présent, voyons comment on peut modifier le comportement de la source lumineuse. En photographie, vous avez accès à toute une série d'accessoires qui permettent de travailler avec la lumière. Vous souhaitez adoucir les ombres? Pas de problème, placez un diffuseur de lumière devant votre source. Vous souhaitez déboucher les ombres? Utilisez alors un réflecteur de lumière à l'opposé de la source. Vous avez même à votre disposition des réflecteurs de couleur afin de donner une teinte particulière au sujet. Ou encore, utilisez un flash afin d'apporter une source de lumière supplémentaire. Il existe quantité d'ustensiles, surtout utilisés en photo de studio, qui servent à modeler la lumière. En photo de studio, c'est vous qui choisissez l'intensité de la lumière en réglant celle-ci sur votre lampe ou flash. Si le réglage n'est pas suffisant, retenez que vous pouvez, comme on l'a vu, modifier l'intensité en rapprochant ou en éloignant la source du sujet. Vous pouvez bien sûr utiliser plusieurs sources de lumière afin de produire toutes sortes d'effets ou encore pour éclairer d'autres parties de la scène comme le fond studio. Vous pouvez utiliser des boîtes à lumière de toutes sortes, des panneaux réfléchissants ou absorbants, des filtres, des snoots, des grilles, etc. Il n'y a quasi pas de limite à la créativité. Par contre, maîtriser tout cela demande de l'expérience et de la pratique. Essayons maintenant de résoudre un des problèmes les plus fréquents et embêtants en photographie, les reflets de lumière disgracieux ou non souhaités. Comme on l'a vu, suivant la nature du sujet, une partie de la lumière va être absorbée par celui-ci, une autre partie réfléchie de façon diffuse et une autre partie réfléchie de façon directe. C'est cette lumière réfléchie directement qui provoque les reflets. Ces reflets directs ne sont visibles que d'un seul angle de vue. Si cela est possible, on peut donc se déplacer ou déplacer la source afin de les éviter. Si la source est ponctuelle, on sait parfaitement prédire où iront les rayons réfléchis directs. Si la source est étendue, on sait parfaitement le prédire aussi. On a dans ce cas ce que l'on appelle une famille d'angles où la lumière est réfléchie directement. Travailler en fonction de ces angles de réflexion permet de comprendre les reflets et surtout de les éviter. Imaginez que vous photographiez un élément au flash. Le sujet réfléchit de façon diffuse une bonne partie de la lumière, mais bien souvent vous remarquez sur cet objet un endroit complètement surexposé. C'est en réalité une partie de la lumière venant de votre flash qui est réfléchie de façon directe vers vous. C'est donc le reflet de la lumière du flash. Plusieurs options s'offrent à vous. Transformez cette source de lumière ponctuelle en source diffuse à l'aide d'un accessoire. Vous pouvez aussi diriger le flash vers un plafond ou un mur qui va réfléchir et surtout diffuser la lumière. Attention que si votre mur ou plafond est de couleur, cela affectera la couleur des rayons réfléchis comme mentionné avant. Évitez les rayonnements directs en vous plaçant en dehors du champ couvert par les angles des rayons réfléchis. Si vous utilisez un flash, on vous conseille de déporter celui-ci. Vous déplacez ainsi la source et modifiez les angles de réflexion des rayons directs. Il existe un autre type de reflet avec lequel le photographe peut interagir, le reflet direct polarisé. C'est donc le moment venu de parler de la polarisation de la lumière. Je vous préviens de suite que je vais essayer d'être le plus clair possible sans être exhaustif. Le but est ici de comprendre cette propriété de la lumière assez complexe. Allons-y. La lumière peut être vue comme une onde qui se propage. Comme on le voit sur ce schéma, il y a une direction de propagation dans l'axe des X et une variation d'amplitude dans l'axe des Y. Si l'on se place perpendiculairement à l'axe des X, on peut représenter l'oscillation de l'amplitude comme ceci. Pour faire simple, nous allons représenter l'onde par une ligne droite. Reprenons le premier schéma et effectuons une légère rotation par rapport à l'axe des X. Comme vous le voyez, le plan de propagation de l'onde est différent du premier schéma
Et si l'on se place de nouveau perpendiculairement à l'axe des X, tout comme pour le premier cas, on peut représenter cela par le dessin suivant. Ces schémas représentent l'orientation du champ électrique de notre onde lumineuse perpendiculairement au plan de propagation de l'onde. La lumière peut être décrite comme une succession d'ondes qui se propagent très rapidement dans le temps, tous les 100 millionièmes de seconde. Lorsque l'orientation du champ électrique de chacune des ondes qui constituent ce train d'onde se propage dans toutes sortes de directions, la lumière est dite non polarisée. Pour la suite de l'explication, on représentera la lumière non polarisée par le dessin suivant montrant qu'il y a plusieurs directions. Si au contraire l'orientation du champ électrique de chacune des ondes qui constituent le train d'onde ne se propage que dans une seule direction, la lumière est dite polarisée. C'est ce que l'on a représenté sur nos deux premiers dessins. Tout ceci est bien joli, mais à quoi cela peut-il servir, vous demandez-vous? Eh bien, en photographie, on peut utiliser ce que l'on appelle un filtre polarisant afin de, comme son nom l'indique, polariser la lumière. Ce filtre est constitué de chaînes de molécules conductrices parallèles entre elles. Les ondes ne passent que dans une seule direction qui est perpendiculaire aux chaînes de molécules. La lumière en sort donc polarisée. On peut représenter ce filtre par le dessin suivant. La ligne qui coupe notre cercle représente la direction de transmission du polariseur. On peut tourner ce filtre pour changer la direction de transmission. Notez aussi que lorsque vous utilisez ce filtre, il absorbe de la lumière et donc l'intensité lumineuse diminue. La scène devient plus sombre. On peut perdre jusqu'à 2 diaphragmes d'intensité lumineuse. Oui, ok, mais concrètement, comment ça marche? En gros, c'est très simple. Si la source émet de la lumière non polarisée et que je place un polariseur sur le trajet, la lumière qui en sort est polarisée. Si la source émet de la lumière polarisée et que je place un polariseur sur le trajet, deux choix s'offrent à moi. Soit j'oriente la direction de transmission du polariseur parallèlement à la direction de la source de lumière polarisée, et dans ce cas, elle passe au travers du filtre, soit j'oriente la direction de transmission perpendiculairement à la direction de la lumière polarisée, et dans ce cas, elle ne passe pas. En réalité, c'est un peu plus complexe et on remarque qu'entre ces deux orientations, la lumière s'atténue progressivement lorsque l'on tourne le filtre pour ne plus passer du tout. Pour y voir un peu plus clair, voyons quelles sont les utilités de ce filtre dans la vie courante. Tout d'abord, commençons par dire que ce filtre permet de réaliser des prises de vue impossibles à reproduire avec un logiciel de traitement d'image. C'est donc le filtre à posséder si l'on veut profiter de ces effets. Ensuite, on ne sait pas deviner si une source lumineuse est polarisée ou non. Mais si l'on tourne le filtre et qu'on ne voit pas de changement de luminosité, on peut facilement en déduire que la source est non polarisée. S'il y a changement de luminosité, on peut facilement voir l'impact plus ou moins important du filtre sur notre scène. Et enfin, on apprend à connaître quelles sont les sources polarisées ou non. Par exemple, on sait que la lumière naturelle provenant du Soleil est non polarisée et qu'elle produit des reflets avec la plupart des surfaces qu'elle rencontre. De nouveau, suivant la nature du sujet, la quantité de reflets est plus ou moins importante. Les surfaces mates n'en produisent que très peu par rapport aux surfaces brillantes. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des matériaux, végétaux, verre, bois, eau, peinture, etc. qu'elles rencontrent produisent des reflets polarisés plus ou moins importants. Seuls les métaux ne produisent pas de reflets polarisés. Sachant cela, je peux donc utiliser un filtre pour bloquer les effets polarisés si je ne souhaite pas les voir sur mes images. Il me suffit de l'orienter dans la bonne direction. Une autre utilisation du filtre polariseur est de s'en servir pour assombrir le ciel et augmenter le contraste entre nuages et ciel. En effet, bien que j'ai dit que la lumière naturelle provenant du Soleil était non polarisée, il faut savoir qu'en traversant l'atmosphère, une petite partie de celle-ci est polarisée par les molécules présentes dans l'air. Le filtre va donc permettre d'éliminer plus ou moins cette portion de lumière en fonction de son orientation et donc au final assombrir le ciel. La polarisation du ciel est à son maximum lorsque vous formez avec le Soleil un angle de 90 degrés. C'est donc le meilleur angle pour assombrir le ciel. L'effet est d'autant plus marqué que le Soleil est bas sur l'horizon. Enfin, il faut faire attention qu'avec les grands angles, on a de fortes chances d'avoir un côté du ciel plus sombre que l'autre et donc au final un résultat assez inesthétique. Pour en finir avec le filtre polariseur, retenez qu'il est souvent utilisé pour atténuer les reflets, augmenter la saturation des couleurs et donc le contraste, que parfois il peut sensiblement diminuer l'effet du voile atmosphérique. Tout ceci en fait un des accessoires préférés des photographes de paysage. Retenez surtout que comme il fait perdre jusqu'à 2 diaphragmes de lumière, autrement dit que votre capteur recevra jusqu'à 4 fois moins de lumière,
il peut être contraignant à utiliser. Enfin, sa qualité de fabrication est primordiale et les bons polariseurs coûtent cher. Prendre un polariseur bas de gamme risque de nuire fortement à la qualité de l'image et être au final inutilisable. En plus de tout ce que nous venons de dire, il reste un dernier problème que j'aimerais aborder et ceci sans trop entrer dans les détails. Il s'agit des défauts optiques dus à nos objectifs. Étant donné qu'ils sont sur le chemin entre notre capteur et le sujet, ils jouent un rôle capital. Disons-le directement, il vaut mieux avoir un bon objectif qu'un bon appareil photo, le mieux étant d'avoir les deux. Voyons donc brièvement cela. Premièrement, la lumière en traversant la lentille est déviée. Et comme la lumière est composée de couleurs ayant des indices de réfraction différents, les composantes de couleurs n'arrivent pas au même endroit et l'on observe des franges de couleurs irisées. C'est l'aberration chromatique. Pour éviter cette dispersion des composantes couleurs, on place plusieurs lentilles sur le trajet de la lumière afin de corriger au mieux ce défaut. S'il n'est pas totalement éliminé, on le remarque surtout dans les zones de fort contraste. Notez toutefois qu'elle est souvent facile à corriger en post-traitement. Deuxièmement, les différentes distorsions de l'image. Ici, on parle de déformation géométrique. Les lignes qui devraient être droites sont courbes. Citons les distorsions en barillet et en coussinet. De nouveau, elles sont dues à la lentille et à la position du diaphragme par rapport à celle-ci. Plusieurs lentilles permettent de plus ou moins corriger le problème. Enfin, elles sont souvent faciles à corriger en post-traitement. Troisièmement, la coma, qui provient du nom comète, produit une traînée, un étalement des pixels sur les bords de l'image. Cette aberration est due à la forme sphérique des lentilles qui focalisent les rayons différemment en fonction de l'endroit où ils arrivent sur la lentille. En clair, les rayons au bord de la lentille ne sont pas focalisés comme ceux au centre et donnent des pixels allongés vers les bords de l'image. Pour corriger ce défaut, on utilise des lentilles dites asphériques. Ce défaut est difficile à corriger en post-traitement et très gênant en astrophotographie. S'il est présent, en général, on recadre et on élimine ainsi les bords de l'image. Quatrièmement, la diffraction. Lorsque la lumière rencontre un obstacle circulaire, elle est déviée et montre des franges d'interférence. Un point lumineux ressemble alors à la figure que vous voyez ici. On la nomme la tache d'Airy. Cet autre schéma représente l'intensité lumineuse de la tache centrale ainsi que des différents cercles autour de celle-ci. L'intensité des cercles extérieurs étant négligeable, on peut l'ignorer et ne considérer que la tache centrale pour la suite de l'explication. Le diamètre de cette tache dépend du diamètre d'ouverture par où passe la lumière. Elle dépend donc directement de l'ouverture du diaphragme. Retenez que plus je ferme mon diaphragme, plus le diamètre de la tache sera important. Or, il faut bien comprendre que mon image finale va être composée de toutes ces taches provenant des différents points de mon image. Tant que les différents rayons lumineux produisent des taches de diamètre inférieur à la taille d'un pixel image, il n'y a pas de souci. Par contre, si le diamètre des taches est plus important et s'étale sur plusieurs pixels, on comprend facilement que l'on va perdre en piqué. On dit que l'on perd en pouvoir de résolution. Comme on le comprend aussi, cela dépend de la taille des pixels de notre capteur. Et comme en général ils sont plus grands sur full frame qu'APS-C, on considère qu'il ne faut pas fermer plus que f16 sur full frame et que f11 sur APS-C. Attention que ceci dépend du matériel. Pour plus de précision sur la plage de netteté de votre objectif en fonction de votre appareil photo, faites des images à différentes ouvertures ou encore consultez par exemple le site d'XOMark qui vous donnera la plage de netteté optimale pour votre combo. Attention donc lorsque vous fermez le diaphragme dans le but d'avoir une plus grande profondeur de champ, de ne pas dépasser une certaine valeur. Cinquièmement, le vignettage. Comme vous le voyez sur cette photo, il correspond à un assombrissement des coins de l'image. Ceci est dû à la construction des objectifs. Pour faire simple, les coins du capteur qui se trouvent au bord reçoivent légèrement moins de lumière et sont donc plus sombres que le reste. On peut facilement le corriger en post-traitement comme vous le voyez ici. Observez les coins lorsque j'active/désactive la correction d'objectif. Le vignettage est corrigé ainsi que les distorsions. Remarquez que ce phénomène est en général plus marqué sur les objectifs grand angle et les zooms. Remarquez aussi que plus on ferme le diaphragme, moins le vignettage est présent. Notez que parfois on souhaite cet effet afin d'éviter que le spectateur ne porte son attention sur les bords de l'image. On peut aussi le faire en post-traitement comme on le voit ici. Il y a encore bien d'autres défauts dus aux instruments optiques tels par exemple la qualité de rendu des couleurs et du contraste, mais il ne s'agit pas ici de faire un cours d'optique. Retenez que si les objectifs peuvent vous paraître coûteux, c'est qu'il y a une raison. Et lors d'un achat, il y a assez de ressources sur le net pour connaître les points faibles et forts des objectifs. Quoi qu'il en soit, je le rappelle,
N'espérez pas obtenir une bonne image avec une mauvaise optique montée sur un appareil photo de qualité. C'est l'erreur de beaucoup de débutants que de mettre tout leur argent dans l'appareil photo au détriment de l'optique. Voilà qui termine notre histoire de la lumière. Préparer ces 3 vidéos m'a demandé beaucoup de travail et j'espère que vous aurez eu autant de plaisir à les visionner que j'en ai eu à les réaliser. Merci à vous tous qui suivez cette chaîne et à bientôt pour une prochaine vidéo.